Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km/s. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte.
Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre.
Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de TRAPPIST-1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leur mouvement lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de TRAPPIST-1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire ? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines ? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde.
et Deimos a une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Deimos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même ? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes ? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.
Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare, mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. Célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les trois planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des deux planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les deux nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début.
La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs... Tu prends une fusée pour aller sur la Lune. Elle atterrit. Tu mets ton uniforme de travail. Et tu vas faire ton boulot dans une usine locale qui extrait l'eau du sous-sol de la Lune. Il y a aussi des usines de carburant. Des dizaines de personnes dans des rovers lunaires parcourent l'étendue du satellite naturel de la Terre. À la fin de ton service, tu montes à nouveau dans la fusée. Elle te ramène chez toi comme un bus normal. C'est exactement ce que la NASA envisage de faire. Et la première étape de ce projet est la mission Prime 1. Prime est l'acronyme de Polar Resources Ice Mining Experiment. La mission commence en 2022. Allons la découvrir de plus près étape par étape. Une fusée de propulsion et un 2e étage sont montés sur la rampe de lancement. Feu! Les moteurs de la fusée commencent à brûler du carburant et nous montons. Bientôt, la fusée atteint une vitesse d'environ 38 600 km/h. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance entre New York et Londres en seulement 8 minutes. Une fois que le propulseur a épuisé tout son carburant, il se détache et se pose en douceur sur la Terre. Le 2e étage avec la capsule spatiale allume ses moteurs quelques secondes après le retrait du 1er étage. La fusée continue donc à monter. Une fois qu'elle a atteint son orbite, la capsule spatiale s'ouvre. Elle libère le module d'atterrissage lunaire Nova C. C'est un vaisseau spatial cylindrique aussi long qu'une berline et légèrement plus large que la taille d'une personne moyenne. Le moteur démarre et commence alors le voyage. D'abord, le module effectue un cercle autour de la Terre. Il s'agit d'une manœuvre gravitationnelle qui lui permet de prendre de la vitesse sans gaspiller trop de carburant. Comme l'atterrisseur lunaire est toujours en orbite, la gravité de la Terre l'affecte. Le vaisseau spatial semble tomber, mais pas vers la surface de notre planète, le long de sa trajectoire orbitale. Après un tour de la Terre, l'atterrisseur ajuste sa trajectoire et se dirige vers la Lune. La distance qu'il doit couvrir est de 384 000 km. Cela équivaut à 9 tours et demi de la Terre, ou 93 tours des États-Unis d'une côte à l'autre. Les vaisseaux spatiaux modernes peuvent couvrir cette distance en 9 heures seulement. C'est un peu plus qu'un voyage en avion de New York à Los Angeles. Dans le même temps, il a fallu environ 72 heures aux premiers astronautes pour se rendre sur la Lune. Très vite, Nova C est proche de sa destination.
Il fait un nouveau tour autour de la Lune pendant sa descente. Les scientifiques ont déjà choisi l'endroit parfait pour son atterrissage. Il y a plusieurs exigences. Tout d'abord, il doit y avoir des signes indiquant qu'il pourrait y avoir de la glace sous la surface à cet endroit. Deuxièmement, le module lunaire doit être capable de maintenir une communication radio avec la Terre. Et cela est impossible si l'atterrisseur se trouve sur la face cachée de la Lune. Lorsque les premiers astronautes ont volé autour du satellite naturel de la Terre, le contact avec eux a été perdu pendant quelques minutes. La connexion n'a repris que lorsque leur vaisseau spatial est sorti de la zone d'ombre de la Lune. La dernière exigence pour la zone d'atterrissage est la lumière du soleil. L'atterrisseur est équipé de panneaux solaires pour alimenter son équipement scientifique, ses ordinateurs de bord et ses modules de communication. Il a donc besoin de la lumière directe du soleil. L'atterrisseur se rapproche de la surface de la Lune. Le vaisseau spatial ralentit en s'approchant du site d'atterrissage. Maintenant, il est presque en vol stationnaire dans l'air. Encore quelques secondes et... posé. Le vaisseau spatial fait un atterrissage en douceur. Il est temps de percer la surface. Pour cela, le module possède un dispositif appelé Regolith and Eye Drill for Exploring New Terrain. Pour faire simple, c'est une grande foreuse d'1 mètre de long. C'est presque aussi long que la jambe d'une personne adulte. Une fois le bon endroit choisi, l'appareil est déposé sur le sol lunaire. Le forage va se faire en plusieurs étapes. L'atterrisseur devra soulever la foreuse à plusieurs reprises pour faire sortir la Terre du trou de forage. Sinon, il risque d'endommager la mèche du forêt. Ensuite, l'atterrisseur devra analyser la composition du sol. Pour ce faire, il transporte un spectromètre de masse qui observe les opérations lunaires, appelé M-Solo. Son travail repose sur un principe simple. Il ionise ou charge les particules du sol pour les faire bouger. Il crée ensuite un champ magnétique puissant qui affecte les particules chargées et leur fait changer de trajectoire. Les substances, leurs molécules et leurs atomes se déplacent différemment dans le champ magnétique. Ainsi, en analysant les changements dans leur trajectoire, nous pouvons identifier la masse et la charge de chaque particule. Il ne nous reste plus qu'à consulter le tableau périodique de Mendeleïev et voir quels atomes nous pouvons trouver dans les échantillons. Les scientifiques espèrent trouver de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Le pôle sud de la Lune est un endroit idéal pour garder la glace à portée de notre foreuse. L'équateur serait un endroit idéal pour maintenir le contact radio et alimenter les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais cette zone sera probablement trop chaude pour contenir de la glace. Le module d'atterrissage transportera également un hopper lunaire. Cet engin sera utilisé pour explorer la surface de la Lune. Il portera une charge d'environ 0,9 kg. Les scientifiques testeront également la technologie de communication 4G. Le module doit avoir des modules spéciaux pour cela. Si le test est concluant, les gens pourraient être en mesure d'utiliser la couverture cellulaire pour communiquer sur la Lune, comme nous le faisons sur Terre. Mais le principal objectif de la mission est de prouver que les ressources trouvées sur la Lune peuvent être utilisées à l'avenir. Dès 2023, la NASA prévoit d'envoyer sur la Lune un rover autonome appelé Viper, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Il se posera au pôle sud de la Lune pour les mêmes raisons, la connexion avec la Terre et la lumière du Soleil. Le rover lui-même aura la taille d'une voiture de golf. Il transportera une foreuse et un analyseur de sol. Les scientifiques ont déjà tracé un itinéraire pour le véhicule. Il est d'environ 16 à 24 km de long. Il faudra 100 jours à Viper pour parcourir cet itinéraire. Il va forer le sol à la recherche de glace lunaire et marquer ses découvertes sur la carte. Il sera nécessaire de préparer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Elle contribuera également à leur fournir des ressources précieuses comme l'eau. Plus tard dans les années 20, la NASA lancera la mission Artemis. À cette fin, les scientifiques construisent le vaisseau spatial Orion depuis des décennies. Il peut transporter 6 astronautes. Le véhicule de lancement qui emmènera Orion en orbite s'appelle le Space Launch System. Lorsqu'il sera prêt, ce sera la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Le premier vol se fera sans équipage. Il est prévu pour 2022. Comme le module d'atterrissage lunaire, le vaisseau spatial montera en orbite, fera un tour de notre planète et se rendra sur la Lune. Une fois qu'il aura atteint le satellite, il restera en orbite pendant 6 jours, puis reviendra sur Terre. Au total, il passera 25 jours dans l'espace. La deuxième mission est prévue pour septembre 2023. Cette fois, nous enverrons 4 astronautes sur la Lune. Ils voleront autour du satellite naturel de la Terre et reviendront sans se poser sur la surface lunaire. Il s'agira de la première mission avec équipage sur la Lune depuis 1972. La troisième mission, Artemis 3, est prévue pour le 55e anniversaire du premier alunissage, en 2024. 4 astronautes se rendront sur l'orbite de la Lune. Une fois sur place, 2 d'entre eux se déplaceront vers le vaisseau HLS. Il s'agit d'un nouvel alunisseur conçu par SpaceX.
Ils effectueront ensuite un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune. Les astronautes Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique. Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là.
Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté. Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de l'une ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mette tes lunettes de soleil car Mercure est un point chaud. Depuis la surface de cette planète, le Soleil semble 3 fois plus grand que depuis la Terre, et la lumière y est 11 fois plus brillante. Mercure tourne peut-être moins vite que la Terre, mais elle sait quand même s'amuser. Sur cette planète, une journée dure 59 jours terrestres, mais ne t'inquiète pas, car une année sur Mercure ne dure que 88 jours après tout. Donc, si tu as toujours rêvé de devenir centenaire, contente-toi de diviser ton âge par 0,25 ou multiplie-le simplement par 4. Tu obtiendras ainsi ton âge mercurien approximatif. C'est simple comme bonjour. N'oublions pas non plus l'orbite bizarre de Mercure. Pour 2 révolutions autour du Soleil, elle effectue 2 tours sur elle-même. Cela signifie que chaque hémisphère bénéficie d'une année complète de lumière du jour, suivie d'une longue nuit. Les fuseaux horaires seraient un incroyable micmac sur cette planète. C'est pourquoi nous nous en tiendrons à l'heure de Paris. Son de reniflement. Burke, quelqu'un a-t-il oublié de sortir les poubelles ? Pourquoi ça sent l'œuf pourri ici ? Ah, désolé, c'est parce que nous nous trouvons maintenant sur Vénus et ces nuages fétides ne sentent vraiment pas la rose. Le jour d'une planète correspond essentiellement au temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet sur son axe. Vénus prend clairement son temps pour le faire, bien plus lentement que la Terre, à vrai dire. Ainsi, un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres, soit près de 6000 heures. C'est là que les choses se compliquent. Comme le jour de Vénus est extrêmement long, nous utilisons en fait le jour terrestre comme norme pour mesurer le temps sur la planète. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul fuseau horaire pour toute la planète. C'est pratique, non ? L'année vénusienne est d'environ 225 jours. Ainsi, si tu fêtais le Nouvel An sur Terre en l'an 2000, il s'agirait de l'année 3251 de Vénus. Pour mesurer le temps sur Vénus, nous pouvons nous rapporter à l'année locale, composée de 225 jours terrestres. Mais tous les 3 ans environ, se trouve une année supplémentaire plus brève, composée de seulement 224 jours. Les années bissextiles existent aussi sur Terre, mais elles fonctionnent dans l'autre sens. Nous voici arrivés sur la planète Terre. Wouhou! Combien de fuseaux horaires avons-nous sur cette grosse boule bleue? Roulement de tambour, s'il vous plaît.
Il y en a 24. Et savais-tu qu'il est tout à fait permis de jouer avec ces fuseaux? En effet, dans environ 80 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, existe ce qu'on appelle l'heure d'été. Il s'agit d'avancer les horloges d'1 heure pendant l'été afin de pouvoir profiter de ce doux soleil. Mais attention, chaque pays a ses propres règles concernant l'heure d'été. Alors assure-toi de ne pas faire la grasse matinée le jour même où tu étais censé travailler 1 heure plus tôt. Certaines régions ont même des fuseaux horaires qui diffèrent de la norme universelle d'une demi-heure ou d'un seul quart d'heure. Peux-tu imaginer que la Lune dispose de son propre fuseau horaire? L'Agence spatiale européenne a annoncé lundi qu'il était temps que la Lune ait son propre fuseau horaire synchronisé. Alors que de plus en plus de pays et d'entreprises privées prévoient des missions vers notre proche satellite, il est important que nous nous entendions en matière de maîtrise du temps. À l'heure actuelle, chaque mission emporte avec elle le temps universel coordonné de la Terre, ce qui ne pose pas de problème lorsqu'il n'y a que quelques missions à la fois. Mais avec des dizaines de missions lunaires prévues au cours des prochaines années, les choses vont devenir délicates. Nous avons besoin d'un système pour nous assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Autrement, nous nous retrouverons avec différents engins spatiaux désynchronisés les uns des autres. Et personne ne veut d'un tel chaos dans l'espace. La précision de l'heure est essentielle, autant pour la communication que la navigation. Il faut donc trouver un moyen de s'assurer que chacun soit en mesure de s'accorder avec les autres. L'Agence spatiale européenne n'a pas encore déterminé la forme exacte que prendrait ce nouveau fuseau horaire lunaire, mais elle y travaille. Devrait-il y avoir une seule organisation responsable du maintien de l'heure lunaire? Ou devrions-nous laisser la Lune fixer son propre horaire? Et qu'en est-il de ces fuseaux horaires plus granulaires, basés sur la position du Soleil? Autant de questions importantes auxquelles il conviendra de répondre. Pour ce qui est d'une journée sur Mars, elle ne diffère pas beaucoup d'une journée sur Terre. On parle là de 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Une année martienne correspond à une année terrestre, 8, ce qui signifie que l'année terrestre 2000 s'est produite en l'an martien 1063. J'allais oublier de mentionner que l'année martienne compte 668 jours locaux. Nous avons réglé la question du calendrier martien, mais Mars aura besoin de ses propres fuseaux horaires. En raison de son orbite allongée, la différence entre les heures d'été et d'hiver sera importante. L'heure d'été sera un impératif sur Mars. 1 an sur Jupiter dure presque 12 années terrestres. Oui, c'est l'équivalent d'une vie entière pour un chien. Mais nulle inquiétude. Jupiter comporte 12 saisons différentes, histoire de ne pas s'ennuyer, chacune d'entre elles étant presque aussi longue qu'une année terrestre. Sauf que sur Jupiter, une journée ne dure que 9 heures et 55 minutes. De plus, comme celle-ci n'a pas de surface solide, les nuages se déplacent à des vitesses différentes, de sorte que 2 stations atmosphériques flottant librement pourraient se retrouver à 2 jours différents. Si nous vivions sur Jupiter, nous aurions bien besoin d'une application permettant de suivre toutes ces choses. Quoi qu'il en soit, si nous terraformons un jour la région de Jupiter, la majeure partie de sa population continuera à vivre sur ces nombreuses lunes, car l'atmosphère de la planète est tout simplement ingérable. De plus, les périodes de révolution des lunes sont synchronisées entre elles. Nous pourrions donc utiliser le même système de décompte des jours pour toutes les lunes. Sur Io, nous pouvons avoir 2 jours joviens standards en un seul jour terrestre. Comment convertir tout cela? Eh bien, nous pourrions avoir 1 minute de 53 secondes et 1 heure de 103 minutes. On peut aussi s'en tenir aux minutes et aux heures terrestres et avoir une journée de 21 heures et 13 minutes.